Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, un axe majeur, un axe fort dans leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Gilles Vermaux-Desroches, directeur du développement durable chez Schneider Electric. Son groupe vient d'être classé à la première place mondiale des entreprises les plus durables. Comment acheter responsable en ligne? Ce sera notre débat du jour alors que le e-commerce est en pleine croissance, notamment grâce aux mesures de confinement et de couvre-feu. Et puis dans Smart Ideas, je vous propose de découvrir Keeply. C'est une marque qui propose une literie plus écologique avec un matelas en latex naturel. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Gilles Vermaux-Desroches, heureux de vous retrouver, de vous accueillir. Vous êtes donc le directeur du développement durable chez Schneider Electric. C'est un poste que vous occupez depuis 2 décennies, c'est ça? Est-ce que vous aviez parfois un peu le sentiment de prêcher dans le désert au début des années 2000? Non, je ne sais pas si on prêchait dans le désert. De fait, c'était un peu comme la cerise sur le gâteau des grandes entreprises, d'avoir une démarche développement durable. Et au fond, de fait, ces 20 années ont permis de conduire le développement durable plutôt dans l'image du levain dans la pâte. C'est quelque chose qui se voit probablement moins, mais qui a fait pivoter la stratégie business de l'entreprise, en particulier chez Schneider Electric, vers un monde plus électrique, plus digital, pour concilier progrès et développement durable, et puis qui a aussi, dans l'internationalisation de l'entreprise, utilisé tous les ressorts du développement durable, tous les ressorts positifs, pour embarquer les populations de l'entreprise et ses partenaires. Est-ce que vous pouvez dater la bascule? Parce que ce que je comprends bien, c'est qu'il y a un moment où ça devient stratégique, presque transversal. Est-ce que vous pouvez dater cette bascule chez Schneider Electric? Oui, je pense qu'il y a 2 bascules. Il y a celle qu'on est en train de vivre avec la crise du Covid et l'accélération d'un certain nombre de tendances chez tous nos partenaires et particulièrement chez nous. Et puis probablement que la COP21, la discussion qui a eu lieu à ce moment-là sur l'agenda des solutions, sur le fait que plus que jamais dans le passé, les acteurs publics invitaient les entreprises, comme les ONG, comme les citoyens, à se mobiliser sur ce sujet, partager plus les données de l'évolution du climat, de la biodiversité, des enjeux de développement, ont donné à nos entreprises l'occasion de se dire qu'au fond, partager performance et bienveillance, c'est probablement la plus grande efficacité pour avoir une solution et une entreprise qui servent à quelque chose demain. Ouais. Et ça, c'est vraiment un enjeu, même en termes de recrutement, d'expérience collaborateur. On le voit avec tous les interlocuteurs qui viennent dans cette émission. Schneider Electric vient d'être classé par Corporate Knights à la première place du classement annuel des 100 entreprises les plus durables au monde. Derrière vous, il y a Ørsted, Banco do Brasil, et puis il y a 2 Français parmi les 10 premiers, puisque Kering est à la 7e place. Donc bravo déjà, parce que Merci. quand on est premier, on peut s'en féliciter. Mais alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la progression. Vous étiez à la 29e place l'an dernier, à la 60e il y a 2 ans. Comment vous expliquez ce progrès, ce bond? Alors, Schneider Electric, c'est une entreprise innovante dans ses solutions. L'entreprise a fait un changement assez fort pour aujourd'hui porter ces solutions intelligentes qui permettent de contrôler sa maison. On vient de mettre sur le marché une solution Wiser pour que chacun d'entre nous maîtrise mieux sa consommation et s'engage sur ce sujet, mais aussi pour des grands bâtiments, pour des réseaux, pour la ville demain, pour l'industrie. Schneider Electric est partenaire de ST Micro pour les accompagner dans leur neutralité carbone et tous ensemble réfléchir à des solutions moins consommatrices. Cette démarche d'innovation, elle est aussi au cœur de notre démarche de développement durable. Ouais. Au fond, Schneider Electric a pris le développement durable comme un risque, en choisissant toujours peut-être des décisions, des choix qui allaient dans le sens du respect de la planète, du respect des populations, du partage de la prospérité, qui ont fait que nos plans de progrès depuis 2005, avec un outil complet de suivi des indicateurs ESG, ont progressivement permis à l'entreprise d'accélérer. C'est ce que je comprends, parce que pour aller aussi vite, c'est-à-dire gagner 60 places en 2 ans, il a fallu prendre des décisions longtemps en amont, d'une certaine façon.
Oui, bien sûr, on est aujourd'hui avec des décisions qui ont été prises il y a parfois 15 ans ou même plus. Je prends une décision. Schneider Electric est la première entreprise française à avoir fait son bilan carbone intégré, c'est-à-dire de la terre à la terre. Et on a découvert, c'était dans les années 2005, qu'on utilisait un gaz qui était fabuleux pour faire des coupures à la moyenne tension, mais qui était très mauvais pour les enjeux climatiques. Les équipes d'innovation de Schneider Electric ont travaillé et on est la première entreprise cette année à mettre sur le marché des chambres de coupure dans l'air. Donc on n'a plus cet effet méphase du SF6. C'est le fruit de 15 ans de recherche, de travail, d'engagement financier, de mobilisation de l'entreprise. Donc au fond, on est à cette position aujourd'hui, d'une part parce que notre offre a pivoté pour contribuer à ces enjeux de développement durable, et d'autre part parce que l'entreprise elle-même, avec ses différentes composantes, a toujours considéré que le développement durable, c'était un enjeu sur le climat, sur les ressources, mais aussi donner des chances équitables à tous, hommes, femmes, et quelles que soient les nationalités, mais aussi s'intéresser à toutes les générations dans l'entreprise. Là, on va ouvrir un très très grand plan pour les jeunes, parce que à la fin de ce Covid, certainement que le grand sujet de responsabilité sociale dans le monde des entreprises, à côté du climat qui est l'affaire du siècle, c'est la question des jeunes. La transition des compétences, la capacité de nos entreprises de les embaucher, de faire des efforts pour le faire, et singulièrement parce qu'on a besoin d'eux pour les innovations du 21e siècle. Quand on est premier au classement du développement durable, c'est plus facile d'embaucher des jeunes diplômés, parce qu'ils cherchent des entreprises qui ont du sens. Oui, en tous les cas, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le marché après cette crise. Et je pense qu'il est important de dire à toutes les entreprises le message suivant. Pour être innovant, il y a besoin de jeunes dans une entreprise. Dans les 2 derniers siècles, il n'y a pas de grandes innovations qui ont changé le monde et qui ne sont pas nées dans la tête d'un moins de 30 ans. Donc embaucher des jeunes, c'est à la fois une démarche de responsabilité sociale de l'entreprise, parce que jamais nos sociétés ne s'en sortiront sans les jeunes. Et deuxièmement, c'est une superbe démarche d'intérêt, parce que par la manière dont ils ont appris, par ce qu'ils savent aujourd'hui du développement durable, par leur volonté de contribuer à la sauvegarde de la planète A, ils vont apporter du renouveau dans nos entreprises. Alors quand on est premier, la difficulté c'est d'y rester. Donc vous venez d'évoquer un engagement auprès des jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres engagements ou d'autres plans d'action qui sont déjà mis en place et qui, vous l'espérez j'imagine, vont vous permettre de rester à cette place, ou en tout cas au sommet de ce classement? Pour piloter son développement durable, Schneider Electric avait mis au point en 2005 une démarche qu'on appelle le baromètre planète et société, Schneider Sustainability Impact. On vient de republier notre nouveau Schneider Sustainability Impact 2021-2025, celui-là même qui nous conduira vers la neutralité carbone de nos opérations, qui fera en sorte que 10% encore de notre chiffre d'affaires soit dans ce qu'on appelle le green business, dans la proximité de ce qui se réfléchit sur la taxonomie, mais aussi par exemple sur l'embauche et sur la place des femmes dans l'entreprise, ce qu'on appelle le 50-40-30, que 50% de nos recrutements soient des femmes, 40% des 10 000 premiers managers de Schneider Electric soient des femmes, 30% des 1000 premiers soient des femmes en 2025. Voilà un deuxième sujet. Un troisième sujet sur la formation. On a pris l'engagement de doubler le nombre de stagiaires, d'apprentis, d'embauches entre aujourd'hui et 2025, en cohérence avec l'enjeu que je disais sur les jeunes. Et puis un point tout à fait nouveau, le grand plan de développement durable de Schneider Electric, c'est un ensemble d'indicateurs, j'en ai cité quelques-uns, il y en a 11 de transformation et 25 essentiels qui suivent, mais on veut en ajouter pays par pays 3, parce que la compréhension du développement durable, parce que les enjeux ne sont pas toujours les mêmes entre l'Asie, les États-Unis, donc il y aura des leviers qui ne seront pas forcément les mêmes pays par pays. Il y aura des leviers adaptés à la réalité locale. Vous l'avez cité rapidement, mais on peut peut-être prendre un peu de temps pour développer. Ça passe aussi par des partenariats. Vous venez, c'est très récent, d'en signer un avec ST Microelectronics. Objectif neutralité carbone pour ST Micro d'ici 2027. Là aussi, ça passe par l'invention, l'innovation, la recherche et développement? Oui, au fond, le 21e siècle sera gagné. À la fois parce qu'il faut être plus efficient avec les solutions qu'on a aujourd'hui, mais il faut aussi réfléchir celles de demain. On n'a pas tout pensé. Et l'innovation est certainement le moteur de tous ces succès qu'on aura à avoir pour aller vers une société bas carbone.
La plupart des grands acteurs mondiaux aujourd'hui imaginent la neutralité carbone des pays, des grandes entreprises, de leur chaîne de valeur pour 2050. Il convient de trouver toutes les marges pour arriver à celle-là et pas seulement de se donner un objectif à 2050 et de laisser les générations qui viendront de s'en occuper dans les 10 dernières années. Donc avec ST Micro, on se donne au fond deux objectifs. Le premier, les accompagner dans leur neutralité carbone. On le fait aussi avec Walmart, par exemple, un programme qui s'appelle 1 gigatonne, c'est réduire 1 gigatonne des émissions carbone de leurs fournisseurs. Et Schneider Electric, par ses solutions, va suivre l'ensemble des consommations, les agréger, et puis, l'ayant mieux mesuré, pouvoir diminuer. C'est ce qu'on fait aussi avec ST Micro. Mais avec ST Micro, ce qui est intéressant, c'est qu'on est l'un et l'autre client et fournisseur. Et donc, on est dans l'écosystème. On est dans l'écosystème, mais aussi dans le vertueux. Ouais. Il faut de la relation, il faut de la fidélité dans cette relation entre partenaires pour mettre sur le marché, par exemple, des solutions qu'on pensera ensemble pour consommer moins. On a aussi un partenariat très récent avec Velux sur les enjeux de comment Velux peut participer à la capture de l'énergie, du soleil, etc. Il y a beaucoup de sujets. Il faut penser différemment et à nouveau, ça nous ramène au monde des jeunes. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci Gilles Vermont-Desroches. À bientôt sur Bismart. Encore bravo pour cette première place mondiale. Voilà tout de suite notre débat consacré au e-commerce. Comment acheter responsable en ligne? C'est le thème de notre débat avec Cédric Laroyenne, bonjour, bienvenue, bonjour. Directeur RSE du cabinet de conseil EPSA, et Guillaume Truchet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes le directeur des ventes France et Belgique chez Parcelab. Une prévision, tiens, pour commencer, au Royaume-Uni, la moitié des ventes se feront en ligne d'ici 2028. 2028, c'est demain. Est-ce que vous diriez que la tendance est similaire en France, Cédric Laroyenne? La tendance, elle est similaire. Quand on regarde d'ailleurs au niveau européen, c'est 13% de croissance entre l'année dernière et cette année. Ça représente un marché de e-commerce à 630 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est assez colossal. Et l'Europe de l'Ouest concentre 66% de ce marché-là. Donc il y a une tendance qui est forte. En France, ça représente aussi 20 milliards. Et puis, il faut qu'on le mette en perspective, effectivement, de l'empreinte carbone. Ça va être le sujet. Et quand on regarde les 100 sites de e-commerce les plus visités l'année dernière, en France, on s'aperçoit que par mois, c'est l'équivalent de 530 allers-retours et tours du monde en voiture. Donc, c'est absolument colossal. Il y a beaucoup plus de 100 sites, mais l'étude portait sur ce nombre-là. Donc, il y a une empreinte écologique très forte avec une croissance de 13% qui est assez impressionnante. Oui, Guillaume Truchet, c'est vrai que c'est à la fois une bonne nouvelle, voilà, un secteur en croissance, et un enjeu écologique majeur, mondial. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse, mais ça nous concerne en tant que consommateur, dans un premier temps, par rapport aux choix que l'on fait, et en tant qu'e-commerçant, justement par rapport aux solutions qui sont proposées à nos clients. Alors vous, Parcelab, vous êtes une plateforme, vous permettez aux entreprises de suivre les envois, d'automatiser les engagements, la communication client, pardon. Comment vous intervenez justement pour rendre vos clients plus sobres? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, notre premier métier, c'est de rendre les clients des e-commerçants plus heureux. Et ensuite, évidemment, une fois ce moment important dans la vie d'un acheteur passé, c'est-à-dire l'acte d'achat, reste toute la partie jusqu'à la livraison et la réception du colis. Et c'est là où il y a, pour rebondir, beaucoup d'enjeux. Parce que l'empreinte écologique, effectivement, est très importante. Donc, les rendre plus sobres, si jamais c'était l'objectif, ça passe, selon notre point de vue, avant tout par de la communication et de l'information. Par exemple, on sait aujourd'hui, nous avons mené chez Parcelab une étude sur les pratiques dans la livraison des différents e-commerçants, notamment les 100 plus grands e-commerçants français. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a déjà 24% d'entre eux, alors c'est encore un nombre assez faible, mais qui va progresser, on le sait, 24% d'entre eux qui proposent déjà des services d'expédition écologique. Simplement, le consommateur que nous sommes n'en est informé qu'après l'achat. Il faudrait inverser la logique. Il faudrait inverser la logique. Que ce soit avant l'achat. On sait en même temps que 75% des consommateurs en Europe sont en demande de durabilité et seront même prêts à attendre un petit peu plus longtemps que le colis arrive ou soit livré s'ils étaient informés de l'impact écologique sur les embouteillages, sur la pollution en général. Donc il y a une vraie... C'est ce qu'on appelle l'enjeu du dernier kilomètre, d'une certaine façon, en schématisant. Exactement, l'enjeu du dernier kilomètre. On sait qu'aujourd'hui à Paris, un véhicule sur 5 est un véhicule de livraison. Donc oui, effectivement, il y a
il y a des enjeux au niveau du dernier kilomètre, mais d'une manière plus générale, sur l'expérience au global. Et c'est ce qu'on analyse, mais aussi ce pourquoi on propose des solutions chez Parcel Lab. Ouais. Cédric Laroyenne, dans votre cabinet de conseil, vous éditez un guide aux entreprises pour concilier les engagements RSE et la performance. C'est vraiment une thématique dont on parle très souvent ici. Est-ce que vous pouvez citer un ou deux leviers d'action en matière de e-commerce, puisque c'est notre thématique? Bien sûr. Alors déjà, le constat, c'est de dire qu'aujourd'hui, la place de l'entreprise, elle n'est pas uniquement simplement pour faire du profit. Elle doit allier, elle doit trouver une place sur les enjeux de société, à la fois les enjeux et les impacts sociaux, environnementaux. Et dans ce guide-là, on va retrouver deux choses par rapport au e-commerce, deux leviers principaux. Le premier, c'est effectivement sur l'emballage, sur le suremballage. Au niveau mondial... Arrêtez de nous envoyer du vide, quoi. Exactement. C'est le nombre de fois où on a réagi comme ça, je ne sais pas, il y a 30% de vide, 40% de vide. 43%. Ça, il y a 4,2 ça, c'est la moyenne, milliards. ça? Exactement. Il y a 4,2 milliards de colis qui transitent chaque année dans le monde. Et donc, il y a l'équivalent de 2 milliards de colis qui sont totalement dans le vide. Donc là, on se rend compte qu'en termes de matière, etc., on est en train de perdre absolument le combat, entre guillemets. Donc, il faut réajuster ça. Et le deuxième, qui effectivement, sur le transport, on parlait du dernier kilomètre. On est dans une société où on est dans l'instantané, donc on veut une livraison ultra rapide. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des déplacements de plus en plus fréquents. Donc ce que l'on propose, en tout cas, peut-être ce qui peut être repensé, c'est effectivement des livraisons groupées, être aussi plus patient. Et puis pour les entreprises, c'est réfléchir aussi sur un prisme économique. On ne peut pas dire qu'on est là pour sauver la planète et que c'est uniquement et que ça coûte cher. Mais effectivement, il faut voir sous un prisme économique. Donc si on réduit les emballages, quand on est facturé en termes de transport sur de la volumétrie, si on réduit, on gagne de l'argent et c'est bon pour l'environnement. Et oui, ça met moins de camions sur les routes, évidemment. Guillaume Truchet, comment vous luttez, vous, contre ce syndrome du vide là, dans les emballages? On a parlé plusieurs fois ici de Cdiscount, qui a un robot qui permet d'avoir les emballages les plus justes, les plus proches possibles du produit. Il y a d'autres options? Alors, l'intégralité des options, je ne les connais pas. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que 66% des plus grands e-commerçants en France aujourd'hui ont des emballages qui sont adaptés à la taille des produits. 66%, donc ça a bien progressé quand même. Ça a bien progressé. Ouais. Encore une fois, il y a une marge de manœuvre. Et puis ce qui est important aussi, c'est quand on parle du e-commerce, on oublie souvent qu'en France, il y a plus de 200 000 sites marchands. Donc il n'y a pas que des grands acteurs. Il y a aussi des acteurs qui sont plus petits, qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens. En revanche, qui peuvent dès le départ se différencier de par leur positionnement spécifique sur des problématiques RSE, qu'elles soient écologiques ou sociétales. Ouais, les emballages réutilisables, vous en pensez quoi? C'est une vraie tendance? Pour l'instant, ça représente quand même un petit marché, j'imagine. C'est un démarrage. On voit... des grandes marques, alors, je ne sais pas si je peux citer des... Oui, allez-y. Je viens d'en citer une, donc vous pouvez y aller. Très bien. On voit des marques, par exemple, dans l'industrie de la mode, comme Ted Baker, qui proposent des cartons qui sont réutilisables. C'est-à-dire que c'est juste le bordereau qui se détache. Il suffit de renvoyer. Si jamais vous faites un retour, vous réutilisez le même carton, ils pourront recoller une étiquette et eux-mêmes réutiliser le même carton. Il y a des startups françaises qui créent des emballages réutilisables, plastiques, qui sont de différentes dimensions, qu'il vous suffit de renvoyer par la poste, que le commerçant peut réutiliser. Donc je crois que c'est un marché qui est extrêmement dynamique. Il y a une vraie prise de conscience, d'une manière générale. En fait, je pense que les problématiques RSE pour les entreprises étaient d'abord une contrainte réglementaire, et c'est devenu un vrai objet de différenciation, de positionnement, et donc d'attractivité pour les clients, qui de toute manière le recherchent aussi. Cédric Laroyenne, un mot là-dessus sur les emballages réutilisables. Vous y croyez ou vous pensez que ça restera quand même de toute façon plutôt une niche? Alors, je crois qu'il y a un effet, il y a un coup de pression à la part des consommateurs qui deviennent consommateurs et qu'aujourd'hui, on peut trouver le même produit sous plusieurs plateformes et ce qui va faire la différence, c'est cette expérience client. C'est le fait que l'emballage soit peut-être éco-conçu et soit réutilisable 10 fois, 100 fois, là on l'a vu dernièrement, et puis qu'il puisse avoir une politique de retour qui soit effectivement avantageuse avec ce même emballage. Alors ça c'est important, la politique de retour, parce que c'est aussi un des enjeux du e-commerce, réduire le nombre de paquets, soit qu'on ne réceptionne pas le premier jour lors de la première proposition de livraison, soit qu'on renvoie parce que finalement il ne nous convient pas. Qu'est-ce que vous préconisez pour... Là aussi, on parlait de communication d'information, c'est peut-être un élément important. Il y a un vrai sujet qui est, quand on veut aller sur de l'emballage éco-conçu, c'est entre 15 et 20% plus cher, effectivement. Mais donc il faut trouver le bon juste milieu entre mon produit est bon pour la planète et j'arrive à réduire le phénomène de casse quand il arrive chez mon client. Donc là, il y a un vrai effet de levier qui est, encore une fois, je le répète, d'aller sur l'expérience client, de montrer qu'effectivement un produit éco-emballé
ne se casse pas plus et potentiellement travailler sur ces nouveaux matériaux. Je pense que faut aller sur ces innovations-là. On peut aller chercher l'emballage plus solide, éco-conçu pour limiter le taux de retour. Alors ça c'est un premier élément. Ensuite il y a la question de la première ou de la deuxième livraison et du client pas satisfait finalement. Guillaume Truchet, comment vous luttez contre, ou qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre ça? Est-ce qu'il ne faut pas, je ne sais pas, moi je réagis en client, mais plus d'informations, plus de précision sur le site, sur le produit qu'on va acheter, comme ça on sera mieux informé et peut-être moins susceptible d'être déçu tout simplement. Complètement. Donc il y a deux sujets, il y a celui être présent, si on a choisi le mode de livraison à la maison, être effectivement présent, c'est notre propre responsabilité, ou choisir un mode de livraison alternatif, puisque 78% des e-commerçants proposent la livraison en point relais. Et après, sur le sujet des retours, du côté des e-commerçants, une pratique qu'on voit beaucoup dans l'industrie de la mode, mais qu'on voit aussi dans celle de la beauté, c'est de proposer des simulateurs. Azos, par exemple, je ne me rappelle plus le nom exact, propose véritablement un simulateur qui permet de voir le vêtement porté sur soi et donc de mieux évaluer sa justesse ou à quel point il nous sied bien. Donc ce type d'outils en amont de la phase d'achat ont un impact énorme en bout de chaîne, potentiellement sur les retours. Et aujourd'hui, le taux de retour, il est, je ne sais pas si l'un de vous a le chiffre en tête. Le taux de retour, sur les 100 plus grands commerçants, encore une fois, il y a deux types de retours. Il y a le retour occasionnel, et c'est vrai que ça arrive à peu près à un acheteur sur deux, mais il y a le retour régulier. Et en France, aujourd'hui, les statistiques que l'on a, c'est qu'il y a à peu près 8-10% des acheteurs qui en fait retournent leur colis régulièrement. Donc c'est pas si énorme que ça, c'est plutôt l'acheteur qui occasionnellement renvoie son produit parce qu'il ne lui a pas plu ou qu'il y a eu un défaut. Dernier mot, Cédric Laroyenne. Ce qui rend optimiste, c'est nous, c'est les consommateurs, citoyens, et finalement leur demande. Les entreprises, elles s'adaptent à ça. Et notamment pour se différencier en matière d'engagement environnementaux. Exactement. Et d'ailleurs, c'est devenu la première préoccupation des Français sur un récent sondage Ipsos, devant la sauvegarde ou l'avenir d'un système social français ou l'emploi. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les consommateurs peuvent mettre la pression, entre guillemets, gentiment, mais donc ça va faire bouger le marché et ça va nécessiter une transformation obligatoire pour une question de survie de la part des e-commerçants. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, c'est Smart Ideas, vous connaissez le dicton. Comme on fait son lit, on se couche. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Une start-up à l'honneur et aujourd'hui on parle literie éco-responsable avec Davide Ballotta, cofondateur de Keeply, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, je vous entends très bien, ouais. Bon, le son est bon. Votre marque, elle est née en 2017. Avec quelle idée, quelle conviction ? Alors, sur le marché français et européen, les 90% des matelas vendus sont synthétiques. Donc, la plupart des matelas, malheureusement, sont faits à base du polyuréthane, donc c'est un dérivé du pétrole. Et notre conviction, c'était qu'on pouvait faire mieux, donc proposer une alternative. Donc, à ce moment, l'écologie, c'est quelque chose qui est très important et très fort dans la population et dans les consommateurs. Donc, avoir une alternative éco-responsable au matelas, c'était notre ambition. On l'a fait avec un matelas latex naturel. Et pour créer cela, on s'est appuyé sur l'expérience de ma famille. Donc, mon oncle avait une usine de latex naturel pendant 20 ans en Italie. Donc, c'est grâce à lui qu'on a créé notre premier prototype et on a commencé l'aventure. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'usines, malheureusement, qui produisent ce type de matelas. En Europe, il n'y en a que 3. Il y en a un en Italie, un en Belgique et un en Bulgarie. Donc voilà. Mais alors, David, le latex naturel, est-ce que c'est difficile à produire ? Bon, déjà, c'est le fruit d'un arbre, c'est ça ? Exactement, c'est une sève d'un arbre qui s'appelle Hevea brasiliensis. Et donc, c'est un arbre qui pousse dans des régions qui sont de l'Asie du Sud. Donc, on l'emporte en Europe dans des citernes, donc liquides, et on les fabrique après dans les usines. C'est une fabrication qui est beaucoup plus complexe que la fabrication du polyuréthane. La plupart en fait des producteurs de matelas en polyuréthane reçoivent directement les âmes en polyuréthane, les coupent et préparent des matelas. Donc c'est assez simple. Ils ne demandent pas un usinage qui est très très important. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de producteurs.
et au contraire du latex naturel qui demande un usinage beaucoup plus lourd et beaucoup plus onéreux aussi à un niveau d'investissement. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'il y a moins d'usines et moins de production aussi. Est-ce que ça veut dire aussi que les matelas sont forcément vendus plus cher ? Non, pas forcément. En fait, je pense que quand on regarde les prix, on a toujours la tendance à regarder les nominales et stop. En fait, il faut regarder au-delà en fait du nominal. Il faut regarder par exemple la durabilité. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on regarde pas forcément. En fait, un matelas, la latex naturel, il a un incroyable avantage qui est vraiment durable par rapport au matelas synthétique, presque le double. Donc, déjà, si on commence à inclure dans les prix d'autres éléments qui ne sont pas forcément que les nominales, on découvre que les prix n'est pas si élevé que ça en fait. Les matelas latex naturels aujourd'hui, le matelas proposé par Kipli, il est 30% plus cher que les matelas synthétiques, mais avec une durabilité double et en fait avec des matériaux qui coûtent beaucoup plus cher par rapport aux matelas vendus synthétiques. Donc en fait les marges aussi que nous comme vendeurs on fait sont moins importantes. Oui, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais les matériaux, et là on parle de la chambre à coucher, donc c'est d'autant plus important, les matériaux que l'on utilise, ils peuvent être polluants d'une certaine façon. Est-ce que vous diriez que les lits que vous proposez, parce qu'il n'y a pas seulement le latex naturel, il y a du coton bio, etc., ils participent à une forme de dépollution ? Totalement. En fait, c'est des matériaux qui sont certifiés sans COV. Donc, il y a toutes les certifications qui vont avec. Donc, COV, c'est des éléments en fait qui peuvent perturber les intérieurs et polluer. Donc, c'est des matériaux qu'on utilise qui sont neutres en COV. Donc, en fait, ils ne dégagent pas ces particules. Et donc, c'est sûrement des matériaux qui empêchent la pollution intérieure. Et en fait, la pollution intérieure aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. En fait, on parle beaucoup des pollutions extérieures, des pollutions des villes, etc. Mais en fait, il faut savoir que souvent, les maisons peuvent être un lieu qui est pollué, malheureusement, où la qualité de l'air, elle n'est pas vraiment au top. Et souvent, les vernis qu'on utilise, les meubles ou les éléments, les accessoires qu'on a dans la maison peuvent dégager des éléments polluants. Les matelas, c'est un de ces produits qui peut dégager tout ça. Et en plus, on est vraiment en contact avec les matelas 8 heures par jour. Donc, on est sur les matelas, on a notre peau qui est totalement en contact avec les matelas. Donc, c'est hyper important d'avoir aussi des matières qui soient naturelles et qui respectent notre santé. Merci beaucoup, merci Davide Ballotta. Bon vent à votre marque Kipli. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous tous les jours, 24 heures sur 24 sur bismart.fr. Sinon, les horaires, c'est 9h, midi, 20h30. Salut.